Vas-y, tu peux partir quand tu veux. Ah, bah vas-y, je vais partir, je pense. Donc, Au revoir. ciao, ciao. 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 Donc, grosso modo, et Momo, je m'entends. Ouais, on t'entend en double. Je m'entends en double, c'est Attends, horrible. mais attends, je me mute. Vas-y, parle. Hop là. Mais je m'entends encore. Je crois que c'est. C'est Attends. qui? Faut regarder. Attends, merde. Vas-y, Vas-y, parle, parle. Rémi. Eh oh. T'es chez moi. Je suis mute. Ouais, c'est chez moi. Attends, mute-toi. Ouais, c'est bon. Ah, c'était lui. Ah, le connard. Ah, il niquait tout. Ça m'énerve, les gens qui niquent tout, là. Donc, Alors, on va dire. Grosso modo. Alors, on va dire que dans les. Attendez que je compte. Dans les. Attends, un, 2, 3, 4, 5, 6 derniers présidents de la République. Donc, Giscard, Mitterrand, Chirac, Sarko, Hollande et Macron. Il y a une sorte de continuité institutionnelle. Donc, ça veut dire que. Ça veut dire que il n'y a rien du tout qui a changé au niveau des institutions, mais ils vont quand même essayer d'apporter leur petite touche. Et donc, en 74, donc juste après la mort de Pompidou, hein, quand il y a un président de la République qui meurt, on fait des élections, c'est pas comme aux États-Unis où il y a un vice-président qui se ramène, qui va au pouvoir. Non, là, on refait des élections, et donc en 74, c'est Giscard d'Estaing qui est élu. Valéry Giscard d'Estaing, donc qui a fait Polytechnique, qui était brillant, qui après a fait l'ENA, qui était inspecteur général des finances, qui a été directeur adjoint du cabinet d'Edgar Faure, pardon, c'est le socialiste. Après, il a été député, il a été secrétaire d'État aux finances, puis après ministre des finances, et entre 62 et 74, il a été ministre des finances, de l'économie et des finances. Et après, en 74, là, il est élu président. Donc, qu'est-ce qui change avec Pompidou et De Gaulle, me direz-vous? Et bah, ce qui change avec Pompidou et De Gaulle, c'est que lui, c'est pas un gaulliste, lui, c'est un centriste. Donc, si vous vous souvenez du début du cours, c'est plutôt le MRP, le centre, on va dire. Ouais. C'est genre les chrétiens démocrates, quoi. Et donc, lui, donc c'est un membre de la nouvelle vague d'énarques qui a fait. Donc il y a aussi les gens qui ont fait Sciences Po puis l'ENA, sauf que lui il a fait Polytech puis l'ENA, c'est pareil. Donc lui c'est une sorte de. Il incarne une sorte de nouvelle classe politique. Et donc il va s'atteler à moderniser le style du gouvernement. Par exemple, on est après mai 68, 6 ans après mai 68, par exemple, il va accorder la majorité, il va faire changer la majorité, donc elle sera de 18 ans au lieu de 21 ans. Donc c'est quand même une avancée notable. Et aussi, c'est la première fois où on va voir des femmes qui vont voir le pouvoir s'ouvrir à elles. Par exemple, Simone Veil, je pense que vous la connaissez toutes, avec sa loi sur l'IVG. Euh, mais il va pas changer les institutions, il va pas essayer de quand même. Voilà, parce que je crois il s'est. Bon, bref. Et ce système, quand même. Attends, il est quand même doté de larges pouvoirs, hein, il va rien changer, il va quand même garder ce qu'il a. En final, tu vois, c'est quand même des hommes politiques qui dénoncent au départ, puis une fois qu'ils ont le pouvoir entre leurs mains, c'est qui découple? C'est moi. Ah, ok. C'est pas grave. C'est quand même un président qui a beaucoup de pouvoir exécutif. Le pouvoir exécutif il est très renforcé. Et donc, voilà, ça va bien leur plaire hein, au prochain président, ce système-là. Et donc, ça suscite des critiques. Mais. Ah merde, non, attends. Ah oui, si, c'est bon. Ça suscite un peu des critiques. Et en 81, c'est Mitterrand qui est élu. Donc là,
Cette élection-là, on dit que c'est l'alternance. Donc c'est quoi l'alternance? L'alternance, c'est le passage d'un bord politique à un autre. Oui, parce que Giscard, même si c'était centre, même si c'était plutôt le centre, voilà, il était quand même un peu plus à droite, hein, économiquement notamment. Et lui, Mitterrand, lui, il va arriver, et puis c'est le premier socialiste qui est président de la République. Donc Mitterrand, quand même bizarre, hein, type, vous me direz. Parce que Mitterrand, dans les années 30, c'était quand même le genre de mec qui allait militer dans les ligues d'extrême droite. Donc il n'était pas très net, hein, vous voyez. Et puis en 58, par contre, en revanche, oula, au pléonasme. Donc par contre, en 58, donc au moment de la fin de la 4ème République et du début de la 5e, il s'était prononcé en défaveur de la 5ème République. Donc il a toujours critiqué vivement, les institutions de la 5ème République, mais quand il est président, il s'en accommode très bien, quoi. Donc voilà, Mitterrand bizarre, comme dirait Thierry Henry. Et donc à partir de 86, date clé, à partir de 86, on a un exécutif qui est divisé. Qu'est-ce que ça signifie qu'un exécutif soit divisé? C'est très simple. On a le président de la République qui est de gauche, on l'a tous compris, mais les élections législatives de 86, c'est la droite qui gagne. Donc ça veut dire que pour pouvoir faire continuer à vivre le pays, faire vivre politiquement le pays, même économiquement, il est obligé de nommer un Premier ministre de droite. Donc ce Premier ministre, ça va être Jacques Chirac. Donc Jacques Chirac, on va dire que c'est... ouais, il est peut-être un peu plus jeune que Giscard, ouais, il doit avoir 10 ans de moins. Donc Giscard qui était plutôt jeune à l'époque. Chirac, pardon, excusez-moi. Donc Chirac était plutôt jeune à l'époque. Et donc il se fait nommer Premier ministre. Donc on appelle ça la cohabitation. Donc une situation dans laquelle le président n'est pas de la même tendance politique que son Premier ministre, qui lui est issu de la majorité parlementaire. Et donc cette dualité de l'exécutif, on va s'apercevoir rapidement qu'elle est problématique. Parce que Mitterrand, il tente d'entraver quand même certaines mesures de son gouvernement, hein, il est quand même de gauche, parce que son gouvernement, il va être quand même de gauche, donc socialiste. Donc lui, par exemple, au niveau économique, lui, il prône une intervention de l'État. Hein, mais donc Chirac, lui, il va être hyper libéral. Donc ça veut dire quoi, libéral? Ça veut dire déprivatisation, alors que dans les années, au début de la 4ème République, par exemple, il y a eu des nationalisations, des nationalisations à fond. Et donc voilà, il va y avoir aussi d'autres choses que je vais vous expliquer après, parce que c'est pas le sujet de cette partie. Donc bref. Et puis il essaye quand même de conserver le monopole de la politique étrangère, Mitterrand. Donc on a un conflit clairement, hein, entre le président et son Premier ministre. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, là c'est un débat télévisé, enfin c'est même pas un débat télévisé, c'est une émission où il y a Mitterrand et Chirac qui sont invités, c'est genre dans les années 90. Et puis là il y a Chirac qui dit, non c'était pas dans les années 90, je crois que c'était au début avant le deuxième mandat de Mitterrand. Et donc là c'est il y a Chirac qui fait oui. Donc aujourd'hui, je ne suis plus le Premier ministre, je suis un candidat à la présidentielle, machin. Et puis Mitterrand, il lui répond mais bien sûr, monsieur le Premier ministre. Donc voilà. Il se clash un peu, je sais pas si vous aimez koh, c'est un peu pareil. Donc Momo, je t'invite à passer à la diapositive suivante. C'est bon pour tout le monde? Ouais. Hop là. Et donc, là, durant ces 40 années, enfin 46 années plutôt, 45, durant ces 45 années où l'État va, comment dire, perdre du pouvoir, en quelque sorte, entre guillemets, hein, perdre du pouvoir. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir la montée en puissance des régions. Ah, qui est-ce?
Karl. Wouhou. Salut. Alors, bon, bah, tant pis pour toi, Karl, hein, j'ai commencé. Désolé. Cool. Donc, il y a l'État central, donc l'État central, donc qui est à Paris, qui est à l'Élysée, Matignon, au Palais Bourbon. L'État central, il va changer, enfin, va, hein, pas de double sujet. L'État central va changer son rapport avec la province. Donc la province, les régions périphériques à Paris et à l'Île-de-France en général. Et donc, ça va se faire sous l'influence de Gaston Defferre. Gaston Defferre, qui c'est un socialiste, Gaston Defferre. Et donc, il était ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, ce petit Gaston, entre 80 et 84. Et donc, la décentralisation, c'est quoi cette décentralisation? Parce que le mec, il est ministre d'un truc, mais on ne connaît pas c'est quoi. Donc, la décentralisation, c'est le transfert de certaines compétences de l'État aux régions ou aux départements qui le composent. La décentralisation peut ouvrir la voie à l'autonomie. Donc, ça veut dire que progressivement, on passe vers une sorte d'État fédéral, ça veut dire des États dans un plus grand État. Est-ce que vous connaissez des exemples L'Allemagne, d'États fédéraux? les États-Unis, hein. Ouais, les États-Unis, surtout les États-Unis. Mais l'Allemagne, ouais. C'est l'exemple auquel je m'attendais, parce qu'on a un euro allemand, voilà. Je suis fier de vous. Ah, je suis fier de vous. Et donc, ce petit Gaston Defferre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire des régions, des collectivités territoriales. Ça veut dire une collectivité, des collectivités territoriales, pardon, c'est des structures administratives infra-étatiques, on dit, et donc qui va être dirigé par un exécutif élu. Donc, ça va être au sein d'une commune. Donc, pour ça va être les élections municipales. Au sein d'un département. Donc, ça va être les élections cantonales. Et puis après, ça va être carrément à l'échelon régional. Ouais, et ça, donc les élections régionales. Voilà. Et donc, par exemple, là, pour vous donner quelqu'un de connu, comment on se dit? Le directeur régional. Ouais. On va dire que celui qui a gagné les élections régionales en Poitou-Charentes en quelle année? En 2015, 2016, je sais plus. Enfin, bref. C'était Ségolène Royal. Voilà. Parce que, voilà, elle est connue. Et, comment dire, ce truc-là, le fait qu'il y ait des nouvelles élections, mais je veux dire, à un échelon plus local, hein, et plus seulement à une échelle nationale, pardon, ça va faire quoi? Ça va faire que, déjà de 1, on va avoir un transfert du pouvoir exécutif. Donc en 2003, ça devient carrément un principe constitutionnel. Hein, il y a eu la constitution qui a été modifiée, je crois. Après, on a aussi l'État qui délègue de plus en plus de ses compétences aux régions. Donc, et le pouvoir exécutif des personnes nommées, hein, parce qu'il y a les préfets à l'échelle départementale et les fonctionnaires qui sont nommés par l'État. Ce pouvoir-là, il est transféré en partie, hein, parce que le préfet il a quand même encore un peu de pouvoir. Il est transféré aux conseils régionaux et aux conseils généraux et régionaux, qui sont unis au suffrage universel direct. Et en 2003, non, je suis con. Voilà. Et donc l'État il délègue énormément. Et donc par exemple, maintenant c'est plus les conseils généraux et régionaux qui gèrent les lycées, les routes, les transports. Bon, j'ai pas d'autres exemples là, qui me viennent à l'esprit, mais voilà. Et en 2004, il y a une situation inédite qui pointe le bout. Il y a une situation inédite qui pointe le bout de son nez. C'est-à-dire que les élections régionales, cantonales et municipales, elles sont remportées par la gauche. Or, direz-vous, en 2004, c'est qui au pouvoir?
Chirac. C'est Chirac. Voilà, Chirac. Mais Chirac, il est de quoi, Chirac? Il est de droite. Ah, mais c'est bizarre, ça veut dire que c'est une nouvelle cohabitation entre l'État central et les collectivités territoriales. L'État central qui est donc tenu par la droite et collectivités territoriales qui sont gérées par la gauche. Et donc, grâce au contrôle des exécutifs locaux, parce que grâce au contrôle des exécutifs locaux, le Sénat est conquis, et pas conquéri, est conquis par la gauche, alors que depuis le début de la Ve République, il était à droite. Et donc, voilà, pour rappel, le Sénat, c'est un collège électoral, donc des élus qui élisent les membres du Sénat. Pour ça qu'on se dit, ah, c'est bizarre, il sert à quoi? Alors qu'il sert, hein, le Sénat, il sert. Mais il n'y a pas de loi. Donc, je t'invite à passer à la diapo suivante, Momo. C'est bon? C'est bon pour tout le monde ou pas? Est-ce que vous êtes au C? Oui, Rémi. Ok. Et donc, d'autre part, entre 74 et aujourd'hui, on a l'État qui commence à être contesté. Pourquoi, me direz-vous, cet État est contesté? Donc d'une part, parce que l'économie se libéralise à la fin des 30 Glorieuses. Donc les 30 Glorieuses entre 45 et entre fin de la Seconde Guerre mondiale plutôt et le 73, donc le choc pétrolier de 73 après la guerre du Kippour. Donc après ce choc pétrolier là, ça va être l'intervention dans le domaine de l'État dans le domaine économique et social, elle est remise en cause par les partisans du libéralisme économique. Donc ça, je vous l'ai expliqué, c'est une doctrine qui prône la non-intervention de l'État dans le domaine économique et social. Ça veut dire que les partisans de cette doctrine-là, ils se disent, il y a des lois naturelles qui définissent le commerce, et donc, en fait, ça sert à rien et on fera moins de bénéfices si l'État intervient trop. Donc pour eux, c'est des entreprises qui se font concurrence et qui enrichissent les consommateurs. Ouais, et qui augmentent le pouvoir d'achat plutôt. Enfin, voilà. Et donc ça entraîne une consommation, élévation du niveau de vie, etc. Croissance. On a compris le bazar. Et donc, à cause ou grâce, on ne sait pas, à cause ou grâce de ce libéralisme économique, en 86, la droite, donc la droite qui avait remporté les législatives, elle vote beaucoup de privatisation aux grandes dames de Mitterrand. Elle vote de nombreuses privatisations. Donc, comme entreprise privatisée, on a la jeune TF1, la Société Générale, donc une banque, Elf Aquitaine, Renault, France Télécom, Air France, le Crédit Lyonnais, donc LCL, et EDF GDF. Donc, par exemple, EDF, c'était très bien, hein, c'était depuis 46, ouais, depuis 46, c'était nationalisé EDF. Donc c'est un tournant, clairement, c'est un tournant. Et en plus de ce libéralisme économique, il y a piche. Et en plus de ça, il y a la mondialisation qui pointe le bout de son nez. Et donc cette mondialisation, qui dit mondialisation, dit essor des FTN, des firmes transnationales. Et donc ça aussi, ça va remettre le rôle de l'État en question, parce que l'État n'a pas trop de prise dessus. Et en 99, il y a le socialiste Lionel Jospin, qui est alors Premier ministre, qui va avouer au grand jour son impuissance et l'impuissance de l'État après le licenciement d'ouvriers de Michelin suite à une délocalisation. Et il va affirmer que l'État ne peut pas tout. Donc là, on se rend compte que
cool le libéralisme, mais en fait, vas-y, on est au chômage maintenant. Donc, pas content les Français. Pas content, mais il fallait pas voter pour la droite. Je dis ça déjà rien. Mais d'un côté, ça a bien servi quand même. Enfin, bref, on n'est pas là pour juger. Et d'autre part, à partir de oula. Et d'autre part, à partir de 57, depuis 57, il y a une construction européenne qui se fait. Donc, il y avait d'abord la communauté économique européenne, donc c'est juste des accords de libre-échange entre ce qu'on appelle l'Europe des six, hein, donc Allemagne, France, Royaume-Uni et le Benelux. Et en 92, on a un tournant hein, dans la gouvernance française, hein, parce que la gouvernance française va devenir aussi européenne. Donc, en 92, le traité de Maastricht est signé, et donc cette coopération économique des pays européens, elle prend une dimension politique aussi. Et donc, en conséquence de ce traité, il y a certaines compétences de l'État qui se trouvent déléguées à l'Union européenne. Et donc, il y a plus de 25% des lois françaises qui se contentent simplement de retranscrire des décisions prises à l'échelon européen. Puis, on se rend compte qu'on ne peut plus gouverner la France sans prendre en compte ses engagements européens. Donc c'est pour ça que Macron il n'était pas très content récemment. Bon, attendez, le chat qui fait chier. Voilà. Donc on ne peut plus seulement gouverner la France sans agir au sein de l'Europe. Et c'est ce que Macron trouvait dommage, parce que là, avec l'épidémie, c'est des comptes qui pas une sorte de système de santé européen. Oui, le chat, on est content, le chat. Allez, casse-toi. Casse-toi, là. Voilà, pardon. Donc c'était con qu'il n'y avait pas une sorte de système européen d'urgence pour faire face à une crise de cette ampleur. Mais tout de même, l'État, ça ne devient pas une grosse victime quand même hein, non plus. Donc il fait quand même de la résistance. Hein, donc certes, il prend du recul parce qu'il délègue de plus en plus. Et maintenant, il y a l'Union européenne qui vient pas lui mettre des bâtons dans les roues, mais dicter une partie de sa ligne de conduite. Donc ce recul, il ne doit pas être exagéré non plus. Donc certes, il délègue certaines de ses missions traditionnelles, mais il arrive à s'en approprier de nouvelles, hein, comme je sais pas moi, les questions environnementales, donc le développement durable, hein, thématique importante. Surtout face aux excès de l'économie de marché, il y a beaucoup là, je sais pas si vous avez remarqué, mais en ce moment là, il y a beaucoup plus d'hommes ou de femmes politiques hein, qui à droite comme à gauche. Hein. Je vise personne en particulier. Enfin, si je vise des personnes en particulier, mais je vise pas un groupe politique en particulier. Pardon. Et qui affirme la nécessité d'un État régulateur et protecteur. Donc, est-ce que vous avez des exemples hein, de nouveaux arrivants qui eux prônent une intervention forte de l'État au sein de la vie économique? Indice, il y en a un qui est plutôt protectionniste et une plutôt, et l'autre il adore le Venezuela. Marine Le Pen, non? Ouais, Ouais, Le Pen et l'autre il est Jean-Luc Mélenchon. ouais, il y a un jeu. Donc voilà, Ah ouais, les ça hommes, on va se dire que ça fait longtemps hein, qu'ils sont dans le paysage politique français, les deux. Ouais. Ça fait longtemps qu'ils sont là, mais je veux dire, c'est que maintenant qu'ils prennent beaucoup d'importance. Et voilà, c'est pour ça que Marine Le Pen, ça marche, parce que au final, elle est là, elle dit ouais, il y a plein de firmes étrangères qui nous volent notre travail et qui niquent notre économie, alors que nous, on pourrait vivre tranquille entre Français.
Donc voilà, son discours, c'est lui. Son discours, c'est lui. Et c'est compréhensible. Puis Mélenchon, c'est pareil, il dit ouais, le prolétariat, il est opprimé, et puis c'est pas cool, et puis avec moi, il y aura Plus c'est moins. moi. Et puis avec moi, il y aura moins d'impôts, puis il y aura moins de. Puis il y aura moins puis les pauvres, on sera gentil avec eux, et en plus, je vais augmenter le SMIC, et après, je vais Et la France augmenter aura encore moins de sous qu'avant. les charges sociales, et puis. Et puis vas-y, ce sera la 6ème République avec moi et pas la 5ème. Enfin bref, on a tous ces gens-là qui se disent, hop là, nous, ceux qui étaient avant nous, là c'est ces grosses merdes de Chirac, de Mitterrand de merde, là, de Sarko, quelle horreur, Sarko, et puis, oh, Hollande, vas-y. Hollande, là, ce connard, là, ah là là, ça m'énerve, là. Ils agissaient pas là dans l'économie, hein. Ils étaient libéraux, ça m'énerve. Mohamed passe à la suite. Voilà. Et donc la suite c'est. Ah merde, j'avais pas fini. Bon tant pis, j'ai la flemme, yes the bee. Bon bref. Donc en conclusion. Alors attendez, je vais vous trouver une conclusion quand même. Hein. En conclusion, on est passé. En conclusion, on est passé d'une reconstruction de l'État républicain plutôt en dilettante, hein, plutôt pas compliqué, mais quand même plutôt instable, hein, sous la 4ème République, à un État gaulien très fort. Puis on a fini par voir un affaiblissement de l'État qui est délégué de plus en plus et qui s'inscrivait dans la continuité de l'Union européenne. Et donc, ça nous amène à... Ouais, ça nous amène à dire que peu à peu, hein, on s'inscrit dans le libéralisme politique et économique. Et donc, voilà, il y a eu cette transition-là qui fait qu'aujourd'hui, on a les acteurs que l'on a dans le paysage politique. Donc là, je vous ai cité les plus connus, hein, mais et on a aussi les écologistes, par exemple, hein, qui eux représentent, comment dire, une nouvelle force politique. Voilà, c'est ça. J'ai trouvé le mot. Une nouvelle force politique. Voilà. Des questions? Pas de question. Merci. 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 Bravo, Rémi. Voilà. Donc bon, hein, je ne prétends rien du tout. Hein. C'était juste... voilà. Honnêtement, je vais pas mentir. Hein, j'ai pris le cours de manuel. Puis après, je suis allé voir dans un livre. Et puis tous les gens qui savent lire, ils vont faire comme moi. Je me comprends pas prof ou quoi. Bah non, mais en vrai, c'est bien. Ouais. Ou génie de l'apprentissage ou machin. Hein. C'est pas de le... Voilà, j'avais juste envie de vous aider un petit peu. C'est gentil. Puis même pour eux que c'était marrant. Enfin, je veux dire. Ouais, non, c'est sympa. Ouais, c'était rigolo, enfin, je trouve, de se mettre à la place du prof et puis d'essayer enfin, même si je pense que les grandes lignes, vous les connaissiez déjà, mais voilà, c'est pas simple que ça, c'est pas juste des gens qui respectent pas leur programme, c'est une continuité. En plus, c'est même pas qu'ils respectent pas leur programme, c'est qu'ils le respectent hein, dans le fond. Et je veux dire, les grandes lignes, ils ont du mal à les faire appliquer. Ils essayent hein, de faire respecter leur programme. Donc, Eh bien, c'était une question. un super cours.